Je vais vous entraîner aujourd'hui, chers téléspectateurs, au-delà des Pyrénées, en terre espagnole, pour évoquer un personnage finalement assez méconnu dans sa réalité historique, puisqu'il s'agit du Cid Campeador Rodrigo Díaz de Vivar. Il y a des générations, évidemment, de Français qui ont appris au collège la tirade de Don Diègue et qui connaissent le Cid à travers la pièce de Corneille, mais nous allons voir que le personnage historique, le personnage réel, est assez différent de l'image qu'en a donné le grand dramaturge du XVIIe siècle. Ce Cid, c'est une figure de l'histoire espagnole. Sa statue équestre de Burgos évoque les chevauchés de la Reconquête, et dans l'imaginaire espagnol, il apparaît comme l'une des figures héroïques de cette longue épopée qui a permis à l'Espagne chrétienne de refouler l'envahisseur musulman à la fin du XVe siècle. En réalité, les choses, là encore, doivent être nuancées. En tout cas, le Cid faisait débat, puisque à la fin du XIXe siècle, un politicien libéral, s'en prenant à tous ceux qui étaient attachés à l'histoire de l'Espagne, proclamait qu'il fallait enfermer à double tour le Cid dans son tombeau pour en finir justement avec les représentations historiques, héroïques de l'histoire nationale. Alors qu'en est-il réellement? Rodrigo Díaz de Vivar est né entre 1040 et 1043, c'est un peu incertain, dans la région de Burgos. Il appartient à la petite noblesse castillane. La Castille, c'est ce comté, puis ce royaume qui s'est constitué dans les siècles obscurs de la lutte entre les chrétiens et les musulmans dans ces régions, qui s'est constitué entre la Navarre à l'est et puis le royaume des Asturies à l'ouest. Et cette région, elle va produire un grand nombre de combattants, puisqu'elle est directement au contact de l'ennemi musulman, et ça va être le cas pour ce jeune homme qui va se retrouver au service du roi de Castille Ferdinand Ier, un roi de Castille d'ailleurs qui, ayant épousé la princesse Sancha du royaume des Asturies-Léon, va se retrouver à la tête d'un royaume commun qui réunit donc la Castille et le Léon, et qui va devenir l'État le plus important de cette Espagne du Nord, engagé dans la Reconquête. Une Espagne donc qui entend pousser au sud du Duero pour reprendre le terrain perdu au 8e siècle quand la vague musulmane a déferlé sur la péninsule ibérique. Mais contre toute attente, c'est sur un autre front que s'illustre d'abord le Cid, puisqu'on le retrouve à la bataille de Grosse, qui oppose les Castillans aux Aragonais. L'Aragon, c'est une autre principauté chrétienne qui s'est formée au cœur des Pyrénées, dans la région de Jaca, et qui va se retrouver en compétition avec la Castille voisine, en concurrence avec la Castille voisine. Une bataille, d'ailleurs la bataille de Grosse, qui se conclut sur une victoire castillane. Donc, il faut bien voir que le personnage va lutter à certains moments contre les musulmans. On le verra notamment lors de l'arrivée en Espagne des Almoravides qui menaceront le nord-est de l'Espagne. Mais il va aussi mettre son épée au service d'autres causes. En tout cas, c'est un fidèle du roi Ferdinand Ier de Castille, et quand celui-ci meurt et que son royaume est partagé entre son fils Sanche qui récupère la Castille et son autre fils Alphonse qui récupère le Léon, eh bien le Cid, celui qu'on va appeler le Cid Campeador, le seigneur des champs de bataille, le Rodrigue donc, va se mettre au service de Sanche. Mais alors que Sanche assiège en 1072 la ville de Zamora, il est assassiné. Et il existe un fort soupçon contre Alphonse, parce qu'à la faveur de cet assassinat,
assassinat, eh bien Alphonse va récupérer les deux royaumes, Castille et Léon, et devient à ce moment-là le roi Alphonse VI, qui va prendre une part d'ailleurs notable à la Reconquête. Il y a donc là une fracture entre Rodrigue et puis Alphonse qui va être lourde de conséquences pour la suite, parce que le soupçon va continuer à peser sur Alphonse d'être responsable de la mort de son frère. Cela dit, dans un premier temps, cela ne gêne en rien la position de Rodrigue, qui est un personnage d'envergure dans le royaume. En 1066, il a défait en combat singulier un Navarrais particulièrement réputé pour être un combattant d'élite, et il dispose donc d'un prestige considérable. Ce qui fait qu'en 1074, eh bien, il épouse Ximena de Oviedo, qui est apparentée à la famille royale asturo-castillane. Et il occupe ainsi une place importante dans le royaume d'Alphonse. C'est avant tout un seigneur de la guerre. Il va mettre son épée au service d'un certain nombre de principautés, mais notamment des principautés musulmanes. Il faut rappeler quel est le contexte de l'Espagne de cette époque, à la fin du XIe siècle. L'Espagne musulmane a connu son heure de gloire avec le califat de Cordoue au Xe siècle, à l'époque d'Abderrahman III, à l'origine un émir, omeyyade simplement, mais qui s'est proclamé calife donc durant son règne au début du Xe siècle. Mais ce califat de Cordoue, il est ensuite entré en crise à partir du tournant de l'an 1000, après avoir été un État très puissant, disposant d'un rayonnement considérable. Et ce califat de Cordoue, il a finalement disparu en 1031. Il s'est divisé, le pouvoir central a disparu, et à la place du califat, on s'est retrouvé avec une vingtaine de petits royaumes, de petites principautés, royaumes et principautés musulmans, une vingtaine donc environ, c'est ce qu'on appelle los reinos de taifas, c'est-à-dire le royaume des, comment pourrait-on dire, des principautés en quelque sorte, des princes musulmans divisés les uns contre les autres, se battant les uns contre les autres, sollicitant l'aide des royaumes ou des principautés chrétiens du Nord. C'est ainsi que le Cid va se retrouver à défendre l'émir de Saragosse, par exemple, contre les entreprises de l'Aragon voisin, qui cherchent à s'emparer de la grande ville des bords de l'Èbre. Ça va lui rapporter d'ailleurs beaucoup d'argent. Il va en tirer une richesse certaine, mais c'est un système qui se généralise alors durant tout ce XIe siècle. La reconquête proprement dite, avec la colonisation des terres reconquises, n'est pas à la portée des royaumes chrétiens qui n'ont pas les ressources démographiques suffisantes pour obtenir ce résultat. En revanche, ils vont conclure des traités, ce que l'on appelle les parias, avec les princes musulmans, et par ces traités, eh bien, ils touchent tribut pour s'ériger en protecteurs des princes en question. Situation transitoire, puisqu'à partir d'un certain moment, eh bien, ce rapport de force fera que les royaumes chrétiens chercheront à s'emparer purement et simplement des principautés musulmanes en question. Mais en tout cas, c'est le paysage général dans cette seconde moitié du XIe siècle, et le Cid s'insère dans ce contexte en tirant le plus grand profit de la situation. Il est chargé, entre autres, par le royaume de Castille, de percevoir les sommes qui sont dues par les protégés en question, et il en garde un cinquième à chaque fois, cette tradition qui s'imposera par la suite, ce sera le quinto real ultérieur, et avec cela, il va bâtir une fortune tout à fait considérable qui lui donne une surface importante dans le royaume de Castille. Oui, mais il y a cette fameuse affaire du
meurtre de l'assassinat de Sanche et le soupçon qui continue à peser sur Alphonse, il est entretenu par le Cid qui, sûr de son influence, sûr de ses ressources, de sa richesse, finit par défier le roi Alphonse, ce qui fait qu'en 1081, eh bien, le Cid est banni de Castille parce qu'il a encouru, dit-on, la colère du roi, parce qu'il a violé la paix du roi. Bon, alors, que va-t-il faire? Ben, il va se mettre au service des princes musulmans qui font appel à lui. Sa réputation guerrière est établie depuis fort longtemps. Il va se mettre, je l'ai dit, au service du prince de Saragosse. Il va se mettre au service de l'émir de Tortosa. Tortosa, c'est une cité qui se trouve à proximité de l'embouchure de l'Èbre. Il va en quelque sorte vivre de son épée pendant toute cette période. La protection de Saragosse, ça lui rapporte 12 000 dinars par an, ce qui est une somme considérable pour l'époque, mais ça l'amène à lutter éventuellement contre l'Aragon chrétien et contre le comté de Barcelone, lui aussi chrétien. Et puis, le Cid a quand même des ambitions supérieures par rapport à ce que serait une simple vocation de mercenaire. Ce qu'il veut, c'est se bâtir lui-même un royaume. Et il va réussir à le faire, connaissant très bien le terrain du milieu musulman dans ces régions. Il va acquérir un certain nombre de complicités, s'assurer d'un certain nombre de complicités, et il va réussir, en s'appuyant notamment sur le cadi local, à s'emparer de Valence, où le pouvoir local est tout à fait discrédité. En 1094, donc, il s'empare de Valence et va créer en quelque sorte un royaume de Valence dont il se proclame le souverain. Alors, c'est important, cette prise de Valence. On va lui donner un sens chrétien dans le cadre de la Reconquête, puisque le Cid va installer un évêché à Valence, mais il va quand même chercher la composition, le compromis avec la population musulmane. La mise en place de cette principauté est plus politique que religieuse, en fait, car il faut tenir compte aussi du rapport de force. La population est massivement musulmane dans la grande cité de l'Est ibérique. En tout cas, le projet du Cid est assez clair. Il veut apparaître comme un souverain autonome. Après tout, c'est à cette époque-là que l'un des gendres d'Alphonse VI va se voir confier le comté de Portugal, qui deviendra le royaume de Portugal au cours du siècle suivant. Eh bien, il se verrait bien à la tête d'un État, d'une principauté d'allure comparable dans l'est de la péninsule ibérique. D'ailleurs, il commence à mettre en œuvre toute une politique matrimoniale. Il marie ses filles, l'une avec un prince de Navarre, l'autre avec le comte de Barcelone. Il y a là, on le voit, tout un calcul politique qui évidemment n'est pas anodin. Mais le Cid va mourir en juillet 1099 et tout ce projet va se retrouver tout à fait compromis. Il l'était déjà parce que le royaume de Valence devait faire face à une menace nouvelle qu'il faut préciser, c'est la menace des Almoravides. En 1085, Alphonse VI de Castille s'était emparé de Tolède. La poussée chrétienne vers le sud se confirmait dangereusement, et du coup, les Almoravides du Maroc, qui avaient réussi à s'emparer du Maroc, porteurs d'une foi islamique nouvelle, régénérée, avaient envahi l'Espagne, et en 1086, à la bataille de Salaca, avaient en quelque sorte stoppé l'élan de la reconquête. Au cours des années suivantes, et après que le Cid eut mis la main sur Valence, ils vont attaquer également Valence, sans succès. Le Cid va défendre sa principauté de manière tout à fait efficace, mais quand il va disparaître, sa veuve Jimena ne sera plus en mesure de garder ce territoire, et faute d'être soutenue par la Castille, qui a beaucoup à faire elle-même face à la pression almoravide, eh bien, elle sera obligée d'évacuer
le royaume de Valence, qui reviendra pour un temps à l'islam, puisqu'au XIIIe siècle, il sera de nouveau reconquis, cette fois par le roi d'Aragon, Jacques Ier, le conquérant. Alors, le tombeau, on va transporter la dépouille du Cid jusqu'à Burgos. Il sera inhumé dans la cathédrale Santa Maria de Burgos. Sépulture d'ailleurs qui sera violée et saccagée par la soldatesque napoléonienne à l'époque de l'occupation française de l'Espagne à partir de 1808. Mais on va conserver également comme une précieuse relique l'épée du Cid, Tissona, conservée au musée de l'armée, naguère à Madrid, transférée aujourd'hui à Tolède. Alors voilà pour ce qui est de la vie du personnage. Derrière tout cela, il y a évidemment toute une légende épique. Le Cantar des Millosides est écrit dès 1140. Il y aura ensuite des romanceros, l'équivalent de nos chansons de geste, qui relatent les aventures du Cid en les embellissant, en leur donnant un sens tout à fait différent de celui que leur donnait la réalité historique. Le Cid va devenir un héros de la reconquête, l'image même de la chevalerie espagnole, l'image même de ce qui va sous-tendre toute l'idéologie de l'hidalgueria ensuite en Espagne. Et c'est ainsi, par le biais d'un certain nombre de textes qui sont repris au début du XVIIe par le père Juan Mariana dans son Histoire de l'Espagne, que le dramaturge Guillén de Castro va réaliser une pièce, Las Mocedades del Cid, les enfances du Cid en 1618, et c'est ainsi que cette œuvre sera transmise à Corneille, qui va s'en inspirer pour réaliser la pièce fameuse qui sera présentée en 1637. La pièce qui met en scène le conflit entre l'amour et l'honneur, qui met en scène des enfants prisonniers des malédictions de leur père, mais il faut bien voir que le Cid de Corneille correspond davantage dans son profil psychologique, son comportement, à un gentilhomme de la cour de Louis XIII qu'à un chevalier du XIe siècle ibérique. De toute manière, la pièce fait scandale, elle est présentée alors qu'on vient de connaître en 1636 la fameuse année de Corbie. Les Espagnols en guerre se sont avancés jusqu'en Picardie au point de menacer Paris, et Fontenelle dira plus tard, quand le Cid parut, le cardinal de Richelieu en fut aussi alarmé que si l'on avait vu les Espagnols devant Paris. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, évoquer un sujet espagnol, c'est sembler s'intéresser à l'ennemi du moment. Il y a également le thème du duel. Richelieu se bat, on le sait, contre le duel, l'interdit, sanctionne, réprime très vigoureusement tout cela. Or, le Cid de Corneille, tout ça, ça correspond au départ à un duel. Il y a aussi sur le plan littéraire un scandale des 3 unités classiques que l'on ne respecte pas. On ne peut pas dans le même jour avoir le duel du Cid avec le père de Chimène et puis Chimène qui l'épouse ensuite. On regrette également qu'un auteur bourgeois vienne se mêler des valeurs aristocratiques. C'est ce qu'explique Georges de Scudéry pour dénoncer cette pièce. Mais il n'empêche, le Cid sera traduit immédiatement en Espagne. En fait, le personnage est quand même assez loin de la réalité du personnage historique. Si vous êtes intéressé par ces questions relatives à la Reconquista, je vous signale que la Nouvelle Revue d'Histoire et l'agence Clio organisent du 6 au 13 mars un voyage sur les traces de la Reconquista, sur l'épopée de la Reconquista, de Covadonga dans les Asturies jusqu'à Grenade, via Oviedo, Ségovie, Tolède et Cordoue. Voyage accompagné par moi-même et puis l'historien Arnaud Imatz. Vous pouvez avoir tous les renseignements nécessaires en contactant Anne Clausure à l'agence Clio, anne.clausure, CLAUZURE, @clio.fr, ou alors en téléphonant au 01 53 68 82 98. Hannibal
et ses éléphants. Tout le monde connaît Hannibal passant les Alpes avec une quarantaine d'éléphants. C'est dans toutes les mémoires, dans les livres d'histoire, enfin les livres d'histoire d'avant. Et puis voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait? J'ai voulu voir ça d'un peu plus près. Alors c'est pendant la Seconde Guerre punique, ça s'était mal passé pour Carthage au temps d'Hamilcar, le père d'Hannibal, et le petit Hannibal est élevé dans la haine de Rome et il n'a qu'une envie, c'est de prendre sa revanche. Alors Carthage en fait c'est quand même une ville avec une certaine culture hellénistique, c'est pas des sauvages comme on peut l'imaginer. Le petit Hannibal aura par exemple un précepteur grec, il n'est pas totalement inculte. Et très vite, à 26 ans, il est chargé, enfin où son père le laisse faire, et puis le père meurt, donc ça facilite les choses, eh bien de prendre sa revanche sur Rome. Alors quand on regarde la carte, on se dit mais pourquoi il ne va pas de Carthage à Rome par la mer? Ça semble tellement évident. Eh bien non, c'est pas évident du tout pour deux raisons. D'abord parce qu'ils avaient une marine beaucoup moins forte que celle des Romains. Et puis d'autre part, il espérait, ce qui a été un petit peu le cas d'ailleurs, rameuter des populations tout le long de ce périple absolument invraisemblable qui va l'amener en Espagne, en Gaule, les Alpes, le nord de l'Italie et puis toute l'Italie. Et c'est ce qui va se passer, mais de façon beaucoup plus difficile que ce qu'il ne prévoyait. Alors il a une forte armée au départ, on parle de 90 000 hommes, plus les cavaliers, plus les fameux éléphants. Alors les éléphants, ce sont des éléphants de guerre, ce ne sont pas des éléphants d'Afrique énormes, hein, qui font 10-12 tonnes, ce sont des éléphants plus petits, mais ce ne sont pas non plus des éléphants d'Asie, ce sont ce qu'on appelle les éléphants des forêts, qui est une race qui a quasiment disparu depuis et qui était en Afrique, mais dans les forêts. Ce sont des éléphants robustes, plus petits, 6 tonnes, relativement dociles, pauvres bêtes, hein, parce qu'ils vont en voir pas mal. Et pour les rendre terrifiants, les Carthaginois avaient peint la trompe en rouge, hein, donc en pourpre, et ils étaient harnachés de bouts de métal. Bref, les ennemis étaient terrorisés quand ils voyaient arriver ces 40 éléphants, surtout ceux qui n'avaient jamais vu d'éléphants avant, ce qui était le cas de beaucoup, hein, en Gaule, pas trop. Voilà. Alors, il commence par l'Espagne. À la fin de la Première Guerre punique, il y a une sorte d'accord entre les Romains et Carthage. Ils se partagent plus ou moins l'espace, mais il va y avoir évidemment des problèmes, et en particulier, les Carthaginois prennent Sagonte, une ville d'Espagne, ce qui déclenche de fait la guerre avec les Romains. Et il pense que ça sera une promesse de santé de traverser l'Espagne, qu'ils connaissent bien. Lui-même est marié à une Ibère. Et non, ça ne va pas se passer comme ça, parce que les peuplades ibères sont extrêmement teigneuses. Et certaines de ces peuplades sont pour les Carthaginois, mais d'autres sont vraiment extrêmement hostiles. Et on dit qu'il va perdre 10 000 hommes. Rien qu'en anicroche, comme ça, avant même les Pyrénées, ce qui est quand même énorme. Il est obligé de laisser un de ses lieutenants, de laisser une dizaine de milliers d'hommes pour pacifier ce coin-là. À propos, on a dit que Barcelone, ça venait de Barça, puisque son vrai nom c'était Hannibal Barca. Eh bien non, c'est faux. Barcelone a été fondée bien après. Et puis de toute façon, Hannibal n'est pas passé dans le coin de Barcelone. C'est dommage, c'était plaisant comme idée. Alors il va finir par passer les Pyrénées. Là, il essaye de monnayer avec les tribus gauloises de l'autre côté des soutiens, des guides jusqu'au Rhône. Il va réussir à passer le Rhône, ce qui était déjà pas simple. Comment on fait passer 40 éléphants sur le Rhône? Bon, c'est un endroit plus calme, presque à gué, mais enfin quand même, des radeaux, tout ça, ça va beaucoup marquer les esprits des peuplades qui sont là. Les Gaulois hostiles l'attendent de l'autre côté, donc il est obligé là aussi de se battre. Il passe. Et il suit le cours de l'Isère, et là, on est à l'automne, il commence à pleuvoir, il y a de la boue, et les pauvres éléphants patinent dans la boue, et c'est rien à côté de ce qui les attend pour passer les Alpes. Alors on ne sait pas où il a traversé les Alpes. En fait, les historiens n'ont jamais trouvé vraiment où était ce fameux passage. Et ça n'a pas laissé de traces. Ce qu'on sait, c'est qu'il va le faire relativement vite, on parle de 2 semaines, ce qui est quand même remarquable, avec des pertes énormes, des pertes d'hommes,
qui tombent dans les précipices, qui ont très froid, qui ont très faim, parce que ça ne suit pas. Ils ont peu de ressources. Hein. Ils avaient emporté des vivres, mais ça ne suffit pas. Et puis surtout les éléphants. Les éléphants qui tombent dans les précipices, ils vont perdre la quasi-totalité de leurs éléphants pendant ce passage. Les pauvres bêtes sont tombées dans les ravins, mortes de froid, etc. Ils arrivent de l'autre côté et là, contact avec les populations locales, en particulier les Volques, et il essaye toujours de négocier. Il ne veut pas se battre avec toutes les peuplades du coin. Ça va souvent marcher, surtout quand il commence à s'affronter avec les Romains et qu'il gagne. Alors ça, c'est vraiment inattendu. Les Romains ne l'attendaient pas du tout là et manifestement, il n'y avait pas d'espions, alors qu'Hannibal a toujours eu des espions extrêmement bien renseignés. Les Romains, ils pensaient qu'ils étaient encore en Espagne. Donc ils arrivent ventre à terre, mais c'est un petit peu tard et il va y avoir 4 défaites romaines qui sont rentrés dans l'histoire. Tessin, la défaite de Tessin, où c'est la cavalerie romaine et la cavalerie nuide. La Trébie, où les Romains vont patauger dans un lac glacé, ils n'ont pas mangé alors que les autres sont bien au chaud de l'autre côté, ont bien déjeuné et les écrasent. 20 000 Romains morts hein, quand même, c'est pas rien. Lui, il perd à peu près 5 000 hommes. Le lac Trasimène, alors là, une défaite, mais incroyable, on dit que le lac est couleur de sang. Là, les Romains vont perdre encore 15 000 hommes. Flaminius va être tué pendant la bataille. On est le 24 juin 207 avant Jésus-Christ. Et c'est vraiment une défaite absolument majeure. Et la pire de toutes les défaites, ça va être la bataille de Cannes. Alors évidemment, Cannes en Italie, hein, rien à voir avec notre Cannes à nous. Et Cannes, c'est un dépôt de vivres. C'est vraiment un endroit où on trouve tous les stocks alimentaires de l'armée romaine. Donc ça intéresse beaucoup, beaucoup Hannibal. Et il va faire pour la première fois une manœuvre enveloppante. Enfin, c'est un stratège, c'est-à-dire qu'il met ses troupes les plus faibles, qui sont de l'infanterie gauloise, au centre de son dispositif, et il met les cavaliers, qui sont beaucoup plus aguerris, beaucoup plus dangereux, sur les flancs, mais cachés. Et en plus, il y a du brouillard. Donc, les Romains se disent, on rentre là-dedans comme dans du beurre, c'est ce qui se passe. Les troupes romaines s'étalent sur 1,5 km, et à ce moment-là, la tenaille se referme et les Romains sont massacrés parce qu'ils n'avaient pas prévu cette manœuvre. Et on a dit d'Hannibal que c'était vraiment un manœuvrier remarquable. Alors les Romains sont totalement paniqués, ils nomment un dictateur qui est Fabius, qu'on va appeler le contactor, le temporisateur. Il va essayer de gagner du temps. Il se dit, bon, les batailles, ça ne nous réussit pas, on va essayer de le laisser faire ce qu'il veut un peu, et puis nous on regarde mais on n'intervient pas. Mais les Romains et les populations locales sont très mécontents de cette attitude, surtout que Hannibal a l'intelligence de ravager toute la Campanie et toutes les Pouilles, mais pas la villa de Fabius. Donc très vite, on se dit, oh, celui-là, il est vendu aux barbares. C'est vraiment une mauvaise attitude. En même temps, Hannibal, il a du mal aussi. Hein. Il traverse des marais, on ne l'attend pas dans les marais, mais les hommes ont de l'eau jusqu'à la taille. Il va perdre un œil, il a une ophtalmie. Eh bien, on lui enlève l'œil, ce qui doit le mettre de très mauvaise humeur, à mon avis, et il est monté sur le dernier éléphant qui reste, le seul et dernier éléphant. Et là, il va faire le choix de ne pas prendre Rome. Alors, son lieutenant lui dira, tu sais vaincre Hannibal, mais tu ne sais pas utiliser ta victoire. Et en fait, c'est un choix. Et il a dit, je ne suis pas venu combattre les Italiens, mais au nom des Italiens contre Rome. Et son idée, c'est de fédérer absolument toutes les peuplades et même toutes les villes, comme Capoue par exemple, où il va s'amollir, dit-on, contre Rome. Ça va marcher juste un certain temps, et puis petit à petit, ces alliances qui sont quand même fragiles vont se déliter. Et comme il me reste très peu de temps, vous savez la fin, ça va mal finir pour lui. Il rate le moment où il aurait pu prendre Rome. Il passe des mois et des mois à traîner en Italie. Quand il essaye de prendre Rome, c'est trop tard, ça ne marche plus. Et puis un autre personnage apparaît, c'est Scipion, qu'on appellera Scipion l'Africain, qui va lui finalement aller à Carthage et battre les troupes d'Hannibal à Zama. Là, c'est fini pour Hannibal. Il va traîner encore quelques années, en Turquie en particulier, et il va finir par se suicider en 181 avant Jésus-Christ.
Fin d'une histoire qui aura fait beaucoup de bruit, beaucoup de fureur, beaucoup de morts et 40 éléphants. Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui Roger Vétillard, historien de la guerre d'Algérie, qui est déjà venu à notre émission. Mais avant d'aborder avec lui le sujet que nous avons retenu, je voudrais vous signaler la parution en kiosque de la Nouvelle Revue d'Histoire, avec un dossier consacré à l'histoire de la Hongrie, dans le contexte à la fois du 60e anniversaire de l'insurrection de Budapest de 1956, mais aussi dans le contexte tout à fait actuel de la position adoptée par la Hongrie par rapport à Bruxelles, et une Hongrie qui entend défendre son indépendance et sa souveraineté, un sujet donc tout à fait actuel. Alors, venons-en maintenant à la guerre d'Algérie. Roger Vétillard vient de publier un autre regard sur la guerre d'Algérie aux éditions Rive-Neuve. C'est une relecture du conflit algérien de 1954-1962 qui apporte des analyses et des éclairages tout à fait nouveaux. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs spécialistes de cette question algérienne. Je rappelle son ouvrage qui fait autorité sur l'insurrection de Sétif de 1945, suivi d'un autre ouvrage obéissant à une même démarche consacré au massacre du Constantinois de l'été 55, qui ont constitué, on le sait, une étape décisive dans le développement du conflit algérien. Mais aujourd'hui, je voudrais aborder avec lui une question bien particulière qui a été trop longtemps occultée. C'est la part du courant islamiste, c'est la dimension religieuse de l'insurrection algérienne, parce qu'on a eu trop souvent à l'époque tendance à assimiler, dans le tiers-mondisme ambiant de ce moment-là, des années 60, 70, on a eu tendance à assimiler l'insurrection algérienne à un mouvement nationaliste arabe, analogue à beaucoup d'égards à ce qui se produisait en d'autres régions du monde arabe. Je pense à l'Égypte de Nasser, je pense au Proche-Orient syrien ou irakien où se développait alors tout le courant baasiste, et on est dans une large mesure passé à côté sans aucun doute de l'une des motivations principales des insurgés de 1954 et des années qui ont suivi. Et Roger Vétillard s'est penché sur cette question et il a pu exhumer un certain nombre de textes, sélectionner un certain nombre d'événements qui mettent bien en lumière cette dimension religieuse. C'est important pour nous aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, avec un islamisme militant, terroriste, dont on a vu les effets au cours des derniers mois. Là encore, l'histoire peut nous apporter des clés d'interprétation, peut nous apporter des éclairages tout à fait décisifs sur ces questions. Alors, Roger Vétillard, donc, cette insurrection algérienne qui débute à la Toussaint Rouge de 1954, nous allons donc nous pencher sur sa dimension religieuse, et pour revenir même sur cette date de la Toussaint Rouge, c'est la perception que nous avons, nous Français, de l'épisode, l'assassinat de l'instituteur Monroe et d'un caïd local dans les Aurès, à proximité de Blida, je crois. Batna. De Batna, pardon, à proximité de Batna. Vous me faisiez remarquer que la date pouvait avoir aussi une autre signification. Bien oui, donc effectivement, 1er novembre 54, c'est le jour de la Toussaint, comme tous les 1er novembre, dans nos régions, dans notre ère. Mais pour les musulmans, cette date-là était très particulière parce que c'était la fête du Mouloud. Qu'est-ce que c'est que le Mouloud dans la religion musulmane? C'est la célébration de la naissance du prophète Mahomet. Donc cette date n'a pas été choisie par hasard. On le retrouve, c'est ce que j'ai pu écrire et ce que je peux dire souvent, on retrouve ces choix de dates dans le calendrier, simplement, on prend juste le calendrier de la guerre d'Algérie, mais quand le FLN a pu, le Front de Libération Nationale, qui a déclenché
déclenché la guerre d'indépendance, la guerre d'Algérie. Quand il a pu choisir la date, il l'a choisie en fonction du calendrier musulman. Je prends un autre exemple, c'est le 20 août 55 dont vous venez de parler. Les massacres du Constantinois. Qui ont fait 118 morts au moins. Du côté européen, une quarantaine de militaires ou de forces de l'ordre tués, il y a eu des centaines de blessés, et une répression importante, dont j'ai parlé, etc., avec plusieurs milliers de morts du côté algérien. Mais le 20 août 55 aussi, on s'est posé la question, beaucoup ont dit c'est quelque chose qui a été décidé avec les Marocains, etc. Il y a eu pas mal d'hypothèses. Mais il s'agissait de radicaliser la population indigène contre les Européens, créer un fossé qui n'existait pas encore à cette date. Qui existait, mais qui était... on va dire très peu... Qui pouvait être surmonté, qui pouvait encore être surmonté dans la perspective d'une solution à la question algérienne. Voilà, et il est certain donc que, par exemple, il y a eu, ça a été beaucoup médiatisé, là, le 20 août 55, personne n'en parle ou très peu, mais par contre l'épisode d'El Alia a été très médiatisé, c'est-à-dire donc c'est dans un village minier où Européens et musulmans cohabitaient, ils avaient les mêmes fonctions, les mêmes salaires, etc. Donc c'était des ouvriers, et ce sont les ouvriers musulmans qui ont massacré les ouvriers et leurs familles françaises dans ce village, et évidemment donc c'est une des raisons pour lesquelles on en parle peut-être beaucoup moins, parce que les communistes, à l'époque, ont eu du mal à exploiter cet incident, parce que ça allait un petit peu contre leur doxa. La doxa marxiste, ce n'est pas une lutte des classes, finalement. C'était comme la guerre d'Algérie, d'ailleurs. Ça a été, d'une part, bien sûr, une guerre de libération, mais ça a été aussi une guerre ethnique. Il faut savoir que ce sont les berbères algériens ou les arabes algériens, on peut en parler parce qu'ils sont très peu arabes d'ailleurs, sinon dans leur esprit, qui se sont attaqués aux immigrés de l'époque, aux Européens. Voilà. Donc c'était une guerre ethnique, c'était aussi, et la même chose, une guerre religieuse. Et le 20 août 55, c'était aussi un moment important de l'ère du calendrier musulman, puisque c'était du calendrier algérien, le calendrier musulman, parce que c'était le premier jour de l'an de l'année 1375 des musulmans. Donc on retrouve ça très souvent, et cette date a été importante, puisqu'on retrouve ensuite le 20 août 56, ce qui prouve que les dates sont quelque chose qui est important. 20 août 56, ils organisent le congrès de la Soumam. Congrès, c'est un grand mot, puisque c'était une vingtaine de personnes qui se sont réunies, les 20 responsables, disons, qui existaient en Algérie. Et puis le 20 août 57, 2 ans après, c'est encore le CNRA, c'est-à-dire le Parlement du FLN, qui s'est réuni à Tripoli. Donc, à chaque fois, on a l'importance des dates, qu'on oublie un petit peu, et d'ailleurs, on masque. Et cette dimension religieuse, dans beaucoup d'autres endroits, on va en reparler, je pense, elle apparaît, c'est évident, parce que le poids de la religion musulmane dans les esprits des musulmans, on imagine très mal, quand on est européen, quand on n'est pas musulman, est très important. Alors, de toute manière, je crois qu'il y a eu pendant très longtemps aussi une lecture tronquée de l'histoire du nationalisme algérien, parce qu'on avait, si vous voulez, un scénario tout à fait classique. On débute avec l'étoile nord-africaine, inspirée en partie par les communistes. Donc, on est là dans un nationalisme tout à fait laïque, partisan de la décolonisation. Ensuite, on a Messali Hadj et puis son mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, qui deviendra plus tard le mouvement national algérien, qui recrute surtout d'ailleurs en France chez les travailleurs immigrés d'origine algérienne à l'époque, et qui lui aussi s'inscrit dans cette perspective, avec des liens étroits avec la gauche communiste notamment. Et on passe à côté, à cette époque-là, de tout ce que représente notamment le mouvement des oulémas du cheikh Ben Badis. C'est ça.
qui, lui, entend fonder sur la religion la résistance à la colonisation. Alors en revanche, on a perçu ensuite le FLN qui va engager l'insurrection algérienne à la Toussaint 54. On a perçu le FLN comme un mouvement nationaliste, encore une fois de type tiers-mondiste, tourné vers la décolonisation, en minorant de manière tout à fait évidente la dimension religieuse de l'insurrection sur laquelle les dirigeants du FLN entendaient jouer et qu'ils entendaient exploiter à leur profit. Oui, je crois qu'il y a plusieurs éléments là, pour aller dans le sens que vous venez de dire. C'est d'une part, donc effectivement au départ, l'Étoile nord-africaine, premier parti indépendantiste algérien, a été créée sur la proposition sur les instances communistes du Parti communiste français en 1925. Pour ça, ils ont fait appel à un descendant d'Abdelkader, qui était communiste, qui était parti du bureau politique du Parti communiste, etc. Mais celui-ci s'est fait rapidement, au bout d'un an, exclure de ce mouvement, comme tous les communistes qui étaient, et c'est Messali Hadj qui a pris le pouvoir et qui a, à ce moment-là, inscrit dans le programme de l'Étoile nord-africaine en 1926, qui a inscrit dans le programme le projet arabo-islamique. Arabo-islamique. Et c'est déjà, et je dirais que personne ne s'en est inquiété. Je prends un exemple, Jacques Berck, qui était un grand islamologue. Un islamologue important, etc., qui était un des conseillers du pouvoir en Algérie, notamment, est passé complètement à côté de ce... Et il a voulu instrumentaliser l'Étoile nord-africaine, qui était devenue ensuite le Parti du peuple algérien, le PPA, parce que l'Étoile nord-africaine avait été interdite. Il a voulu l'instrumentaliser contre les oulémas, contre les religieux, en disant ils font partie de la sphère marxiste, de la sphère communiste, donc ils sont athées, alors que non. Là, il y a eu ce qui prouve que certains experts peuvent facilement se tromper, et que la dimension religieuse a complètement échappé à beaucoup d'observateurs, et dès 1926. Et en fait, les Algériens le reconnaissent maintenant. Un livre récent est paru sur le sujet, c'est l'histoire religieuse de l'Algérie, de Tiankedine Chitour, qui est paru il y a un an, à Alger, qui n'est pas disponible en France. Moi j'ai eu l'occasion de l'avoir parce que je connais l'auteur. Eh bien, il dit la chose suivante, jusqu'en 1962, le seul lien réel qui existait entre tous les gens qui habitaient en Algérie, tous les Algériens, c'était la religion musulmane, et il n'y avait pas, comment dirais-je, de support nationaliste. Donc on n'était pas nationaliste. Le nationalisme est apparu vraiment en Algérie en 1945, lors des événements dits sétifs. C'est ça. Il faut rappeler ce que disait Ferhat Abbas, expliquant dans les années 30 qu'il avait vainement cherché une nation algérienne ou un peuple algérien qui, selon lui, n'existait pas. Et c'est au nom de cette constatation qu'il réclamait à cette époque-là l'intégration, l'assimilation pleine et complète à la France. Alors, cette dimension religieuse, elle apparaît, elle se confirme au long de la guerre à travers un certain nombre d'épisodes. Oui, j'en ai relevé une vingtaine au moins, donc je ne veux pas en parler d'un certain nombre. Par exemple, dès le 1954, les maquisards ont ordonné aux enseignants des écoles coraniques, les médersa, ces enseignants qu'on appelle les taleb, ils leur ont ordonné de consacrer la journée du vendredi, le vendredi étant le jour de la prière importante chez les musulmans, au djihad d'une part, et au maquisard, au moudjahidine. Donc moudjahidine, c'est, nous on traduit ça en français par maquisard, mais c'est autre chose, ce sont les combattants de la foi. Les combattants de la foi, Donc quand on demande d'enseigner aux jeunes ce que c'est que le djihad,
qu'on est en période de djihad, la guerre d'Algérie est un djihad, et que les combattants du djihad, bien sûr les moudjahidines, ce sont les maquisards, déjà donc la dimension religieuse est affirmée. Et les talibs qui n'ont pas répondu se sont fait éliminer, enfin donc ils n'avaient pas d'autre choix. Et c'est au nom du djihad que sont perpétrés les massacres de Constantine d'El-Alia en 1955. C'est ça, donc là, il y a plusieurs choses. D'une part, donc, le 20 août 55, dans plus de 40 localités, presque 50, 49 je crois, si je me souviens bien, il y a eu, c'est un samedi, à midi, du haut des minarets des mosquées, le muezzin qui a lancé l'appel au djihad. Les gens étaient prévenus, on leur avait dit qu'il y aurait un appel, qu'ils l'écoutent bien, etc. Donc, et à midi, il y a donc des milliers de personnes dans nombreuses villes, villages, hameaux, etc., se sont révoltés. De gré ou de force d'ailleurs, parce qu'ils étaient entourés, encadrés par des hommes en armes, et ils se sont dirigés vers les bâtiments publics, vers les maisons des Européens, et bon, ils ont consacré... Voilà, et c'est au cri de djihad, djihad, qu'ils ont à la Akbar, etc., enfin, donc, qu'ils se sont insurgés. Enfin, donc, le djihad était bien quelque chose de... Et dans tous les rapports de police, dans tous les rapports de gendarmerie, on retrouve cette notion. Et vous avez montré comment l'inspirateur de ces massacres de 55, Zigout Youssef, était lui-même motivé dans une large mesure par cette dimension religieuse, beaucoup plus que nationale au sens tiers-mondiste révolutionnaire de l'époque. On n'avait pas en Algérie avec le FNL l'équivalent de ce qu'avait été le Viet Minh en Indochine, qui était un mouvement nationaliste certes, mais lui qui était communiste, qui était marxiste. En Algérie, dans un milieu dans un espace culturel complètement différent, le poids de l'islam était forcément déterminant. Ouais. De même que ce qui s'est passé, tout le mouvement anticolonialiste en Égypte a été porté en grande partie par les frères musulmans durant toute cette période. Hein. Et alors, vous évoquez aussi un personnage comme Ben Bella, dont on voit bien, là aussi, contrairement à l'image qu'on pouvait en avoir à l'époque, ancien sous-officier de l'armée française, leader nationaliste au sens classique du terme, dont on voit bien aussi qu'il y a chez lui cette dimension religieuse. Ah oui, Ben Bella... s'est beaucoup inquiété, on peut le retrouver dans ses écrits, même quand il était en prison, parce qu'on rappelle que de 56 à 62, il a passé plus de 5 ans, presque 6 ans, dans les prisons françaises, hein, donc, puisqu'il avait été arrêté lors d'une opération assez rocambolesque. Voilà, tout à fait, un avion entre Casablanca et Tunis qui a été détourné par nos services. Voilà. Et donc, les 6 principaux dirigeants du FLN de l'époque ont été emprisonnés, et notamment, ils sont restés un bon moment sur l'île d'Aix, enfin bon, peu importe. Et Ben Bella, dans ses écrits, pendant le moment où il était en prison, et puis ensuite, dès qu'il a été libéré, en début avril 62, quelques semaines, 3 semaines, je crois, après les accords d'Évian, s'est inquiété des risques de dérive non religieuse, non islamique, de ce qu'il appelait la révolution algérienne. Donc, c'est quelque chose qui était important. Quand il est arrivé libéré, il est arrivé à Tunis, à l'aéroport de Tunis, et il a commencé par crier « Nous sommes arabes, arabes, arabes », 3 fois. Nous sommes les fils de Mahomet, les fils de l'islam. Hein, donc c'est ses premières paroles quand il est arrivé à Tunis. Hein. Bon, lui, il a quelques jeunes arabes, hein, parce qu'il faut savoir que finalement, c'est un peu curieux, mais enfin bon, les Algériens ne sont pas arabes génétiquement parlant. Enfin, il y a des études récentes qui ont montré qu'ils étaient essentiellement berbères. 86% des Algériens n'ont aucun gène arabe. Hein, donc c'est quand même important. 10% simplement en ont, 4% ont d'autres gènes, etc. Donc, mais ce sont des berbères. D'ailleurs,
invasions arabes qui sont arrivées sont venues, il y avait très peu d'Arabes vrais, enfin de la péninsule arabique. Les premières invasions, non, ce sont des très petits groupes. Voilà, c'est un petit groupe. Et puis les secondes invasions, c'est essentiellement des Berbères égyptiens ou libyens, enfin, qui sont arrivés. Enfin, donc, on est toujours surpris quand on fait un regard sur l'histoire d'une part, sur la génétique des populations d'autre part, les mots typologie. On est toujours surpris de savoir que ils s'assimilent à l'arabe, mais en fait ils sont assimilés par l'arabe par l'intermédiaire de l'islam. Par l'intermédiaire de l'islam, c'est-à-dire c'est une appartenance culturelle et non pas génétique originelle. Alors cette guerre d'Algérie, comment à son issue cette dimension musulmane se précise-t-elle par rapport notamment aux populations chrétiennes qui vivaient en Algérie et notamment les populations de souche européenne qui étaient de tradition chrétienne. Oui, d'ailleurs, et même, vous parlez des chrétiens, on parle même des juifs, parce que les juifs étaient installés en Algérie bien avant... Depuis fort longtemps, bien avant 1830, oui, voilà, oui, même avant l'ère chrétienne, ils ont commencé à s'installer là-bas. Les premiers juifs qui sont reconnus sont arrivés après la destruction du temple de Jérusalem, donc c'est avant l'ère chrétienne. Ensuite, beaucoup de juifs sont allés jusqu'en Espagne, puis au moment de la Reconquista, donc ils ont été expulsés. Une grande partie d'entre eux est retournée en Afrique du Nord, et notamment en Algérie, au Maroc également, enfin peu importe. Mais c'est pas ça. Donc ces gens-là avaient autant de légitimité à être en Algérie que les musulmans, que les Arabes, que les Berbères, les Kabyles, etc. Mais bon, ils ont été de la même façon expulsés, parce que pour... Ben Bella, on en parlait tout à l'heure, bien quand il est arrivé à Alger en juillet, sa première arrivée à Alger, son premier discours public à Alger, quand il est arrivé, c'est qu'il a dit la chose suivante, de mémoire, je me trompe peut-être sur l'exactitude des termes, mais il a dit, ce qui m'importe aujourd'hui, ce qui doit nous réjouir aujourd'hui, ce n'est pas que les Français soient partis d'Algérie, c'est que l'islam ait triomphé. Donc c'était la chose importante, c'était cela. Et tous les responsables du FLN de l'époque, avant l'indépendance, ont dit à peu près la même chose. C'est Jean Daniel, qui n'est pas suspect d'avoir des idées, disons, anti-Front National, Front Libération Nationale, la FLN, qui le dit. C'est dans une thèse récente qui a été soutenue à Rennes, Le Foll-Luciani, qui rappelle que quelqu'un comme Belaïd Abdeslam, qui a été Premier ministre algérien, a dit, qu'il n'imaginait pas une Algérie indépendante avec 1 million de non-musulmans. Donc, et ce qui explique, en partie, tout ce qui a été fait pour faire partir cette communauté non musulmane. Ça explique le nettoyage ethnique de 1962. Voilà, le nettoyage ethnique, c'est l'expression qu'utilise Mohamed Arbi, qui est un historien algérien bien reconnu. C'est-à-dire qu'il fallait une unité religieuse qui allait être le fondement de l'unité nationale à construire, Et pour avoir la nationalité algérienne, on avait la nationalité algérienne sans problème si on était musulman. Et pour un certain nombre de non-musulmans, je connais un certain nombre de pieds noirs, on va dire, qui ont soutenu, qui ont fait la guerre du côté du FLN, donc qui ont soutenu Pierre Chollet, par exemple, pour ne pas le nommer, qui était un médecin, pneumologue, que j'ai un peu connu. Pierre Chollet, qui a fait partie du comité de rédaction d'Al-Moudjahid, c'est-à-dire le journal officiel du FLN. Il a été à Tunis, etc. Bien, il n'a été naturalisé algérien qu'en 1965, parce qu'il avait ses antécédents, et parce qu'il connaissait tout le monde. Voilà, mais prends un autre exemple, c'est celui de Jean-Pierre Liédot. Jean-Pierre Liédot, dont le père communiste avait été emprisonné pendant la guerre d'Algérie. Lui, il est né en 1947, donc il avait 15 ans en 62, oui. Et quand il est parti faire ses études à Moscou, et le jour de ses 21 ans, en 69, 68, 69, il revient en Algérie pour les vacances, et là on lui dit non, vous n'avez pas le droit de rentrer, vous n'êtes pas algérien.
Hein, parce que vous êtes... Donc il n'a eu la nationalité algérienne après bien des difficultés qu'un an plus tard. Enfin, donc quand on n'est pas musulman, eh ben, c'est très difficile. C'est difficile d'être algérien. Voilà. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais insister pour terminer. Vous avez évoqué tout à l'heure ces experts qui se sont souvent trompés. Et il y en a un qui a été dans ce cas, mais qui a évolué de manière tout à fait intéressante, c'est Gilles Kepel. Il prophétisait en 2000 que l'islamisme s'était fini après la défaite des islamistes en Algérie au cours de la guerre civile des années 90. Et puis l'année suivante, il y avait les événements qu'on sait à New York et les développements ultérieurs. Et aujourd'hui, il est en conflit avec un autre spécialiste, Olivier Roy, quant à l'interprétation de la situation en France. C'est-à-dire que pour lui, le terrorisme que nous avons dû affronter ces derniers mois, eh bien, il est en grande partie de dimension religieuse, alors qu'Olivier Roy pense que c'est le résultat d'une situation sociale et que la référence à la religion n'est qu'un habillage idéologique de circonstances. Donc, je crois qu'il faut suivre de très près ces évolutions-là, ces questions-là, et tout ce que nous avons dit à propos de la dimension religieuse de l'insurrection algérienne de 1954 mérite d'être médité au regard de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Merci Roger Vétillard de cette intervention et de ces différents éclairages concernant cette guerre d'Algérie qui constitue toujours, pour reprendre la formule célèbre d'Henri Rousseau, un passé qui ne passe pas. Merci.